Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal dont voici les titres. La peine est un comportement de tous les jours et elle est souvent ébranlée par des conflits. Au Togo, le gouvernement veut prévenir ces conflits et cette semaine, les forces de sécurité et des membres d'associations sociopolitiques du Septentrion ont été entretenus sur la question. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis ce 19 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des toilettes. Une idée pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur ces millions de personnes qui n'ont pas accès à des lieux d'aisance de qualité et cause de plusieurs maladies, voire mortelles. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Petite remise à niveau sur la prévention des conflits pour les forces de défense et de sécurité, acteurs politiques et ceux de la société civile des régions centrales Kara et des Savanes. C'est une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour préserver la paix, gage de tout développement. Le compte rendu avec la correspondance de Nestor Mozo. La sous-région ouest-africaine est en proie ces dernières années à des crises. Cette situation est venue aggraver l'insécurité ambiante qui sévit sur le continent depuis les années 90 à la faveur de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. En outre, sur le plan national, les manifestations politiques et les menaces qu'elles font peser sur la paix et la cohésion sociale sont inquiétantes. Le ministère de la Sécurité en a conscience. Ce département a initié cette rencontre pour discuter des voies et moyens pour prévenir les conflits. C'est là le rôle que doit jouer non seulement l'État à travers entre autres l'appareil sécuritaire, mais aussi l'ensemble des différents acteurs de la société, qu'ils soient du monde politique ou non. C'est aussi la raison d'être de cette rencontre d'échange, par laquelle l'État entend jouer sa partition et vous invite à jouer la vôtre, afin de prévenir les conflits dans notre pays et préserver la paix et la stabilité, sans lesquels aucun développement harmonieux n'est possible. Qu'il me soit alors permis de témoigner toute ma gratitude et rendre un grand hommage au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essounougne Singbe, président de la République, pour les efforts qui ne cessent de déployer en faveur de l'apaisement et de la cohésion sociale dans notre pays. L'édification d'un pays de paix exige la contribution de toutes les couches socio-professionnelles et de chaque citoyen qui le compose. Mais le rôle que doivent jouer les personnels des services de sécurité et de défense mérite tout particulièrement d'être souligné. Symbole de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, ils sont tenus de garder prioritairement à l'esprit, aussi bien dans l'accomplissement de leur mission que dans leur conduite, leur rôle de gardien de la paix et de la cohésion sociale. Ces forces dont l'action est parfois méconnue et qui vont jusqu'au sacrifice suprême lorsque les circonstances l'exigent, méritent admiration et reconnaissance de la nation. Elles sont une émanation de la société et ne demandent qu'à être reconsidérées dans leurs particularités par tous les autres acteurs de la vie publique de notre pays. Le présent atelier a justement pour objectif de prévenir l'occurrence des conflits et combattre efficacement la criminalité afin de préserver la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a convié les participants à saisir cette opportunité pour repartir sur de nouvelles bases, pétries de confiance pour épargner les populations togolaises de la spirale des conflits socio-communautaires. La CENI face aux défis électoraux, c'est autour de ce thème que la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante a axé sa formation cette semaine. 5 jours pour permettre aux membres de prendre connaissance du contexte général des consultations électorales et surtout acquérir de bons réflexes pour remplir au mieux leur mission. Silver Abdou. La Commission électorale nationale indépendante CENI dote ses membres d'outils pouvant leur permettre de mieux accomplir leur mission. Il s'agit pour ces acteurs d'échanger sur des thématiques susceptibles de les amener à cerner les différents paramètres de leurs fonctions. Il est aussi question de mesurer les défis qui les attendent dans l'organisation et la supervision des différentes consultations électorales. On a été outillés pour être à la hauteur, c'est-à-dire que des activités et les défis qui nous attendent, c'est de parvenir à mettre en œuvre les dispositions
du code électoral, qui est d'organiser et de superviser les élections libres, transparentes, dans un climat de paix. La présente rencontre est axée sur la thématique « La CENI face aux défis électoraux ». Une manière de faire un aperçu sur la CENI, sa mission, sa composition, son organisation et fonctionnement. Durant 4 jours de temps travaux, nous avons eu l'opportunité d'interagir à travers des communications enrichissantes, vraiment présentées par d'éminents orateurs, des collègues ainsi que des collaborateurs. À l'issue de nos travaux, vous conviendrez avec moi que les objectifs assignés au président séminaire ont été largement atteints, notamment renforcer nos capacités pour une efficacité plus accrue de notre institution au cours des différents processus électoraux, être au même niveau d'information et consolider l'esprit d'équipe, de solidarité et de convivialité auquel nous sommes tous manifestement attachés. L'exercice fait ici à Palimé leur permettra au finish d'être efficaces au cours de leur mission et contribuer au renforcement des acquis démocratiques dans un environnement de paix et de promotion de vivre ensemble. La campagne de collecte du coton graine saison 2017-2018 est officiellement lancée à Longlougou dans Saint-Cassé. Et retenez ce chiffre, 130 000 tonnes. C'est la prévision pour cette saison, ce qui a conduit à la réouverture de l'usine de Blita. Des précisions avec Désiré Aloy. La nouvelle société cotonnière du Togo, NST, lance officiellement la campagne nationale de collecte du coton grain 2017-2018 et c'est le village de Lolongou dans Saint-Cassé Sud qui a été choisi pour la cérémonie. Un lancement de commercialisation primaire de l'or blanc pour répondre aux préoccupations des cotonculteurs qui, malgré les aléas climatiques, ont respecté les itinéraires techniques. C'est un groupement depuis le 1er octobre sont déjà prêts et voir la masse critique du coton récolté, il faut commencer par l'enlever. Des groupements de producteurs, 35 à ce jour, qui ont déjà clôturé leur marché, ont reçu leur chèque. Cette campagne était partie sur un objectif de 160 000 hectares au plan national. Et à la suite d'une vaste campagne de remobilisation, laquelle a impliqué tous les acteurs et toutes les autorités que nous tenons ici à remercier, les producteurs se sont mobilisés pour semer 170 000 hectares. C'était déjà, en termes de superficie, un record de l'ère NST. Et nous annonçons que plus de 33 GPC déjà sont rentrés dans leur fonds. Et nous venons de faire les statistiques avec un délai seulement de moins de 72 heures après dépôt de leur facture. Et nous pensons que toutes ces actions sont de nature à fidéliser les producteurs. Et la précocité de cette collecte a amené nos partenaires de l'extérieur à demander déjà la descente de nos balles. Nous ne pouvons pas en ce moment ne pas être reconnaissants aux premiers acteurs que restent les producteurs pour avoir soutenu la politique de relance de la cotonculture tant souhaitée et tant soutenue par les premières autorités de ce pays. La NST tient à sa promesse et les cotonculteurs, satisfaits de la promptitude de la nouvelle société, promettent d'engager des efforts pour élargir l'année prochaine leur surface. L'année passée, dans 2 semaines, on a eu de l'argent. Cette année, on nous a remis le chèque aujourd'hui. Donc jusqu'à demain et après-demain, on aura de l'argent. Cette année, notre GPC, le GPC de Biancouri, on a fait 40 hectares et on a récolté 36 tonnes. L'année prochaine, voyant l'effort d'une nouvelle société, on va renouveler. Je pense qu'on va faire plus le double. La nouvelle société cotonnière du Togo lutte pour atteindre 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Une vision stratégique. Sur le terrain de collecte, le directeur général de la société a donné des conseils pour aller plus vite et dans le souci de préserver et assurer le bon fonctionnement des balances, il est recommandé de faire de petits ballots et remplir dans les normes les camions. Un tour de la délégation à l'usine d'égrainage du coton grain à Dapan où l'on retiendra que c'est le 1er octobre dernier que la première balle du coton saison 2017-2018 est sortie, un record dans la vie de la NST. L'innovation
formulation satisfait les producteurs. Une préoccupation du chef de l'État. À ce jour, l'on relève 4000 tonnes d'avance par rapport à la dernière saison. Avec la prévision 130 000 tonnes pour la campagne en cours, l'usine de Blita est rouverte. Une progression rapide vers l'objectif de 100 000 tonnes à l'horizon 2022. Et comme rien n'est possible sans la paix, le directeur général a invité les populations à être des artisans de paix, facteurs de développement. Et depuis le 15 novembre dernier, c'est le lac de Nangbeto qui a réouvert ses portes pour une nouvelle saison d'activité de pêche après les 3 mois de repos biologique. Et pour cette année, les pêcheurs ont été dotés d'équipements adéquats pour respecter la vie des pensionnaires du lac, les poissons. Sylvain Abdou. Après 3 mois de repos biologique pour la reconstitution du lac en ressources halieutiques, les activités de pêche sur le lac Nangbeto reprennent leur cours. Ce repos biologique prescrit par le gouvernement togolais a été observé cette année du mois d'août au mois de novembre, soit 3 mois de repos pour permettre aux poissons de se reproduire. L'ouverture du lac ce 15 novembre par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, représentant son ministre, donne accès aux activités de pêche sur le site. Cette pêche se veut une pratique contribuant à relever le niveau de vie des populations, ce qui témoigne la distribution des équipements de pêche, notamment des filets réglementaires pour la capture des poissons. Outre cet outil, une motopompe, des gilets et un congélateur pour la conservation. Cette méthode pour augmenter le volume de la capture chaque année. Cette opération, c'est pour remplacer les filets, les équipements non réglementaires que les pêcheurs ont l'habitude d'utiliser sur les lacs. Donc les filets réglementaires leur sont offerts. En contrepartie, ils abandonnent les mauvaises pratiques. Et cela nous a permis d'avoir des résultats un peu plus que par les années passées. Nous avons eu cette année 2400 tonnes de production. 2400 tonnes contre 1984 tonnes en 2016 et 806 tonnes en 2015. L'ouverture du site a été une occasion pour faire le bilan des activités de pêche, partager les acquis pour repartir sur de nouvelles bases. Donc les gens commencent à comprendre le mécanisme du plan de gestion. Au départ, les acteurs pensaient que l'État voulait s'accaparer du plan d'eau et ne pas permettre aux pêcheurs de pêcher. Mais après, ils ont commencé à comprendre que tout ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt. Du moment où le Togo s'est engagé dans un plan de développement de l'économie bleue qui prend en compte les lacs et bien d'autres, de nouvelles stratégies vont être définies, selon le directeur des pêches et de l'aquaculture, en vue de repenser le plan de gestion du secteur halieutique. Le lac de Nangbeto nourrit plus de 1000 pêcheurs et contribue à une source importante en protéines animales. Et les jeunes se lancent également dans les activités de pêche dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Et d'ailleurs, Startup Weekend est le nouveau concept entrepreneurial lancé cette semaine par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges. L'approche permet de donner forme aux idées de projets d'entreprise des jeunes. À la découverte de ce nouvel outil avec Komou Boyodé et Honoré Modjon. De l'idée au produit en 54 heures. C'est le sens de ce rendez-vous hebdomadaire des jeunes porteurs d'idées d'entreprise. Cette rencontre d'échange et de partage débute vendredi soir et prend fin dimanche soir, d'où le concept Startup Weekend. C'est un concept créé aux États-Unis qui donne la possibilité à tout curieux, sans distinction de diplôme, sans distinction de profil, qui veut aider à régler un problème dans la communauté. Et c'est comme ça, les gens se retrouvent à partir du vendredi soir, présentent des idées, présentent des problèmes et imaginent des solutions qu'ils peuvent trouver pour régler ces problèmes-là. Et ils passent le temps, le week-end, à créer ce que nous appelons le business model, le modèle économique pour pouvoir gagner de l'argent. Startup Weekend vise à susciter chez les jeunes la curiosité, le talent, l'audace, l'esprit d'initiative et le travail en réseau. Le concept s'appuie sur un système de coaching pour implémenter au maximum les idées de projets ayant un réel impact socio-économique.
L'initiative s'inscrit dans les objectifs du FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Ils vont s'organiser en groupe pour pouvoir développer des business models. Donc c'est l'esprit de créativité mais en équipe qui est promu. Et donc c'est des valeurs, des valeurs que nous promouvons au niveau du FAEJ et c'est dans ce sens qu'on s'est associé à l'événement pour pouvoir donc créer cette émulation au sein de la classe jeune. Ils sont une quarantaine de jeunes porteurs d'idées de projets qui vont constituer des réseaux d'affaires à l'issue de ces 3 jours de formation. Les meilleurs modèles d'affaires seront présentés devant un jury et bénéficieront de l'accompagnement technique et financier du cabinet Update Concept et du FAEJ pour leur réalisation effective. Dans le reste de l'actualité, c'est le feuilleton au Zimbabwe qui se poursuit. Robert Mugabe n'est plus président de la ZANU-PF, le parti au pouvoir dans le pays. Il a été démis de ses fonctions ce dimanche après un congrès extraordinaire. Et en début de soirée, il s'est adressé à la nation. Dans son discours, Robert Mugabe a estimé que l'intervention de l'armée qu'il a placée cette semaine en résidence surveillée n'avait en aucun moment remis en cause son autorité en tant que chef de l'État et commandant en chef des forces armées zimbabwéennes. Ce dimanche 19 novembre est célébrée la journée mondiale des toilettes. D'aucuns penseraient à une farce et pourtant la journée existe bel et bien pour rappeler que plus de 2 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à des lieux d'aisance décents, source de nombreuses maladies. Au Togo, le ministère de la Santé a profité de l'occasion pour faire le point de la situation sur le plan national. Le compte rendu avec Medina Salami. La récurrence des maladies diarrhéiques dont le choléra est une conséquence directe de la défécation à l'air libre, le manque d'hygiène et d'assainissement. Au Togo, 103% de la population ne dispose pas encore de toilettes améliorées. 74% en milieu rural pratiquent la défécation à l'air libre contre 18% en milieu urbain. En vue d'assainir le cadre de vie et prévenir les maladies, le Togo, avec l'appui du Fonds mondial pour l'assainissement et l'UNICEF, a démarré un programme dénommé Togo sans défécation à l'air libre. Il s'agit d'amener la population à s'auto-construire et à utiliser les latrines. 746 villages ont atteint cet objectif. À l'issue de ces 4 ans que nous sommes en train de faire, les résultats sont palpables sur le terrain. Les communautés ont déjà compris le bien fondé de cette approche. Mettre fin à la défécation à l'air libre, c'est un élément très important. Et aujourd'hui, le souci, c'est que d'aller à Togo-Sandal. Aller à Togo-Sandal, c'est couvrir toutes les autres régions du Togo. Quand vous rentrez dans les villages aujourd'hui, la population vous dit, aujourd'hui nous pouvons aller derrière nos cases pour prendre les légumes et manger. Avant on ne pouvait pas parce que derrière nos cases, c'était plein de caca. Aujourd'hui nos poules ne meurent plus, ça veut dire qu'il y a l'économie de la famille. Aujourd'hui nos enfants, les fréquences de diarrhée de nos enfants ont chuté. Vous voyez, c'est des effets comme ça que nous on recueille, les témoignages des populations qui vivent dans la zone d'intervention qui nous permet de dire oui, nous sommes satisfaits des résultats. Malgré ces résultats, des défis restent encore à relever. C'est pourquoi la Journée mondiale des toilettes cette année met l'accent sur la gestion des excréta. Il est question de sensibiliser davantage sur les dangers liés à la défécation à l'air libre et à une bonne pratique de l'hygiène et l'assainissement. La forte mortalité qu'on observe dans le bas âge dans nos populations, cette forte mortalité est étroitement liée aux problèmes d'hygiène et aux problèmes d'assainissement. Et donc c'est ce qui fait que cette journée-là, son but, c'est de prévenir ces maladies meurtrières qui affectent particulièrement les enfants. Alors il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre, que ce soit des moyens de prévention, des moyens promotionnels. Et ce qu'il y a, c'est que compte tenu de l'importance du sujet, compte tenu du fait qu'il est tentaculaire, nous invitons tous les acteurs à y prendre part. Un Togolais, une latrine améliorée. C'est en tout cas le vœu du ministère de la Santé pour assurer une bonne santé à tous. L'initiative Togo sans défécation à l'air libre ambitionne d'ici 2030 mettre fin à la défécation à l'air libre de façon durable.
Des toilettes saines et bien entretenues pour éviter donc les maladies. Les IST et le VIH-Sida n'en font pas partie, mais demeurent des problèmes de santé publique que plusieurs gouvernements et associations tentent de combattre. Et c'est pour cela qu'une campagne de 3 jours est ouverte au nœud transfrontalier de Ila-Kondi et Sanvi-Kondi. Les précisions avec Antoinette Romao. On va voir. La frontière Ila-Kondi-Sanvi-Kondi, une zone à forte mobilité de la population basée sur des échanges commerciaux. La promiscuité engendre souvent des problèmes de santé, notamment le VIH-Sida. Les populations face à l'éloignement des structures sanitaires peinent à lutter contre cette maladie pandémique. Pour y remédier, l'Organisation ouest-africaine pour la santé met en œuvre un projet de renforcement de la santé de la reproduction et la lutte contre les IST, VIH, SIDA. D'abord, le premier point, c'est la sensibilisation, aussi bien sur les infections sexuellement transmissibles, le VIH, sur la promotion de la planification familiale et sur le dépistage de VIH. Donc l'intérêt, les avantages de faire le dépistage du VIH. Les services qui seront disponibles, donc il y aura la planification, les femmes seront conseillées et puis après pourront choisir librement une méthode contraceptive. La population, celles qui le désirent, peuvent faire volontairement le test de dépistage et connaître donc leur statut. Donc en résumé, il y aura 3 types d'actions en dehors de la sensibilisation. Il y a donc la planification familiale, le dépistage de VIH et ensuite la distribution des préservatifs. Cette campagne fait suite à celle menée en 2016. Il sera également question de faire le point et le suivi des personnes déjà dépistées. Tout ce qu'on a diagnostiqué par exemple l'année passée comme séropositif, il faudrait que cette séance permette de faire leur suivi. Et s'ils sont rentrés réellement dans le système sanitaire du Togo, parce qu'il ne sert à rien de diagnostiquer quelqu'un séropositif et le laisser dans la nature. Donc ces gens-là avaient été confiés à des ONG qui sont sur place ici. Donc nous sommes venus cette année pour voir si effectivement ces gens-là sont toujours dans notre système et diagnostiquer encore d'autres pour les mettre également dans le système. La prévalence du VIH dans la tranche d'âge comprise entre 15 et 49 ans est de 2,5%. Il est important d'accentuer la sensibilisation afin d'amener les populations à une prise de conscience effective pour atteindre le défi zéro infection liée au VIH-Sida. Et le 14 novembre dernier, c'est la lutte contre le diabète qui était à l'honneur et un concours interscolaire a été organisé à cet effet, histoire d'inculquer aux plus jeunes les bons comportements adoptés pour éviter la maladie. Les précisions avec Viviane Souvi et Gérard Lagoudou. Les établissements de l'enseignement public et privé du secondaire s'engagent dans la lutte contre le diabète. Après une campagne de sensibilisation en milieu scolaire initiée par l'ONG Volontaire Internationale pour la Santé en Afrique VISA, les élèves participants sont appelés ici à restituer leurs acquis au public. Et c'est à travers ce concours de poèmes, de sketchs, de dessins et de chants. Nous avons de plus en plus de diabète chez les enfants parce qu'ils mangent très mal et ne font pas autant d'activités physiques que nous quand on était plus petits. Et donc l'augmentation du diabète chez les enfants devient un véritable problème de santé publique. Il était pour nous important et primordial de nous rapprocher des enfants pour leur dire ce que c'est que le diabète. Et à la limite de la sensibilisation, nous avons compris qu'en lançant un concours, ils seraient beaucoup plus impliqués dans la compréhension du diabète. Cette première édition du concours interscolaire Cercle Bleu, dénommé Projet Unir contre le diabète, a mis aux prises une 50aine d'établissements scolaires. Mais 6 ont été retenus pour la phase finale. À l'issue de la compétition, les 3 meilleurs de chaque catégorie ont été primés. La première place de la catégorie sketch est occupée par le complexe scolaire Fatima de Tchévier. Le premier prix de la catégorie poème est allé au collège Notre-Dame des Apôtres, tandis que l'Institut Jean-Jacques Rousseau a arraché le premier prix de la catégorie dessin. Le collège Notre-Dame des Apôtres a battu le record. Le premier prix de la catégorie chant lui a été également décerné. Le message est passé parce qu'à travers les sketchs, les poèmes, les chants et les dessins, nous avons compris que les enfants ont intégré
la pandémie du diabète. Les activités de cette campagne de lutte contre le diabète initiée par l'ONG Visa reprennent le 14 février 2018. Les recettes des différents programmes et la contribution des bonnes volontés serviront à fournir gratuitement du matériel, notamment des prothèses, aux victimes du diabète. Chaque année, l'ONG pour l'appel, l'orientation à l'islam et à la bienfaisance vient en aide aux orphelins du Togo à travers des bourses d'allocation. Et cette année, le geste a encore une fois été réitéré. Le compte rendu avec Sandra Aziagbi et Dodo Wari. 512 millions de francs CFA pour 2083 orphelins sur toute l'étendue du territoire national. L'ONG pour l'appel, l'orientation à l'islam et à la bienfaisance, OAIB, vient une fois encore de démontrer son engagement à promouvoir une éducation réussie pour les enfants vulnérables. Dans la maritime, chacun d'eux part avec un chèque allant de 350 000 à 1 million de francs CFA. Avec ce chèque, je compte bien travailler pour réussir mes études. Moi, j'ai 4 enfants ici qui reçoivent le chèque. Grâce à ce chèque-là, on arrive à s'occuper des enfants, surtout leurs études. Cet accompagnement est un appui aux besoins scolaires, alimentaires et sanitaires de ces enfants pendant une année. On aide l'orphelin pour faire son étude, pour vivre avec la santé, bien faire l'habillement comme les autres. Avec ça, l'orphelin trouver les bonnes idées et la paix encore pour continuer son étude et vivre comme tous les autres. Les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont témoigné l'engagement de l'État togolais à soutenir ces actions de solidarité qui s'inscrivent dans les projets d'inclusion sociale et économique des personnes vulnérables. Projet élaboré et mis en œuvre par les autorités togolaises. Le gouvernement prendra ses responsabilités. Vous donnez une assistance à ces enfants. Le gouvernement va leur donner un cadre sécurisé pour qu'ils soient demain des cadres de notre pays. Pour qu'il y ait parmi eux des ingénieurs, toutes les catégories sociales pour bâtir notre pays, pour bâtir l'économie, le développement de notre pays. Ces enfants à qui vous avez donné aujourd'hui un sens de la vie, le premier mot qui sort de leur bouche, c'est d'implorer le Tout-Puissant pour qu'il vous donne la santé, qu'il fasse de vous un repère. Nous assurons le président de l'ONG AOIB de notre entière disponibilité à l'accompagner dans ses œuvres et à développer avec lui un partenariat plus dynamique et plus fécond. À vous, chers élèves, soyez assidus, étudiez sans relâche pour être les meilleurs en cultivant l'excellence. Ces actions humanitaires menées par l'ONG AOIB vont de la prise en charge des orphelins à la construction des écoles, des mosquées, des dispensaires, des forages, des logements sociaux, et ce depuis 14 ans. Le festival de la thérapie du rire sera à sa 5e édition cette année. Un rendez-vous humoristique connu pour apaiser les cœurs et donner le sourire au public. Et cette année, il aura lieu en 2 étapes. Une soirée VIP et une autre grand public. Les précisions avec Serge Tastom et Augustin Kossi. L'acte 5 du Festival international de la thérapie du rire au Togo, c'est du 24 au 25 novembre prochain. Une rencontre de la crème des humoristes togolais et avec eux, leurs compères venus d'autres pays de l'Afrique pour corriger ensemble les mœurs en riant. De la comédie à l'humour en passant par la musique, les organisateurs rassurent quant au plaisir et ambiance qui attendent le public. Nous avons encore sollicité l'appui de nos aînés, Omar de Fonzou du Gabon, Doudou Anoglacé du Cameroun, le magnifique de la Côte d'Ivoire, et avec toute la crème de la comédie togolaise pour l'événement. Le VIP, ce serait à l'hôtel Concorde pour le dîner gala. Et le grand spectacle, c'est au stade Omnisport, le 25, pour tous les fans, pour rendre un grand hommage à mes
mes compatriotes qui nous ont laissés. La particularité de cette édition, c'est que le thème est la mise à jour et que tout le monde restera dans cet esprit, dans le thème. Et nous allons injecter des vaccins dans tous les domaines. En rendant hommage à ceux et celles qui ont vu le concept naître, la thérapie du riz, 5e édition, entend permettre aux affligés et aux cœurs meurtris de voir autrement la vie. Et c'est justement ce qui a motivé les initiateurs en mettant en place le festival il y a 5 ans. Un podium qui a vu se succéder nombre d'humoristes nationaux et internationaux avec en toile de fond le riz comme remède aux maux physiques et psychologiques. 26 étudiants des 2e et 3e années de stylisme et modélisme sont en fin de formation à l'école des arts et de la mode de EAMOD à Yannick. Et comme il est désormais de coutume dans cette école de mode, une soirée a été organisée pour faire découvrir les créations de ces nouveaux stylistes et modélistes. Retour sur la soirée avec Sonia Aménico. Des mannequins en tenue de soirée, de ville et spéciale création. Ces tenues sont des chefs-d'œuvre des étudiants, futurs stylistes et modélistes de l'école des arts et de la mode EAMO en fin de formation. Sœur Cécile, étudiante chez EAMOD. Les membres du jury avisés observent, apprécient et notent chaque création. L'originalité, la créativité, l'harmonie, la finition et la cohérence entre les tenues rentrent dans les critères de sélection. Après 2 heures de spectacle, c'est Sonia Sodiati qui a su tirer son épingle du jeu avec sa petite robe en pagne accessoirisée de perles avec en toile de fond les initiales EAMOD. Je suis vraiment très contente pour ce prix que j'ai reçu. Je ne peux pas dire que j'ai eu une idée précise en commençant cette créativité. C'est que les idées venaient au fur et à mesure. Je dirais que c'est la manière dont j'ai mis en valeur mon établissement. Ils sont 26 étudiants de la 2e et 3e année à émerveiller le public dans des tenues sobres, chic, sexy et glamour. La soirée était super bien. J'ai adoré. Tout le monde a présenté de très jolis modèles et tout, donc ça va. Elle a amplement mérité parce qu'elle a fait des modèles, c'était pas très extravagant, mais ce sont des choses, quand tu vois qu'il y a vraiment eu du travail dessus. Pour la directrice d'EAMO, l'organisation de ce défilé de mode entend non seulement de mettre en valeur le génie créateur des étudiants, mais aussi leur inculquer l'esprit d'excellence. Sur le podium, ça a été magnifique. C'est surtout l'implication qu'ils ont eu à mettre dans le travail, c'est ça qui a produit ce résultat-là. Notre objectif, c'est de cultiver l'excellence. Quand tu cultives l'excellence, tu ne peux pas dire à un résultat, t'applaudir et puis dire que c'est bon. Donc on s'attend à ce que chaque fois que ça aille en grandissant, parce que en fait, c'est des élites qu'on est en train de former. En tout, 107 tenues ont été présentées au cours de la soirée. Elle a été également marquée par le défilé de mode des anciens étudiants de l'école des arts et de la mode. Et parlons toujours de savoir-faire. Depuis hier, la vidéo de sa prestation dans l'émission des Voice Afrique francophone, produite en Afrique du Sud, fait le tour des réseaux sociaux. Victoire, une compatriote togolaise, nouvelle étoile montante de la chanson togolaise et désormais africaine, a émerveillé ceux qui ont suivi hier l'émission à travers une prestation époustouflante qui a fait tourner les chaises des 4 membres du jury qui ont ainsi manifesté leur enthousiasme et leur souhait de lui servir de coach. Regardez. You want all my love and my devotion. You want my love and soul right on the line. I
Voilà donc, et pour que Victoire franchisse les étapes suivantes jusqu'à la finale, elle devra bénéficier du vote de nous tous. Et un comité de soutien national animé par ses fans fera le tour dans les prochains jours, le tour des médias donc, pour expliquer la procédure à suivre pour porter notre vote à la jeune chanteuse togolaise, désormais fierté nationale. Et voilà, c'est sur la belle voix de Victoire que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise à 22h30. Et Dem Sousoukpa vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.